Bonjour et bienvenue sur la chaîne Opus 109 Média. Pour ce premier numéro d'entrevue, j'ai le plaisir de recevoir Farid Makhlouf, qui a vécu une aventure hors du commun. Farid, bonjour. Bonjour Jamy. Alors tu as vécu 40 jours sur une île déserte, Oui. sans eau, sans nourriture et sans assistance. Sans assistance, ouais. Bon, t'es pas parti tout seul? Non. T'es parti... Je suis parti avec Pascal Alazard, un ami que je connaissais depuis des années. Et donc voilà, la première personne que j'ai contactée quand j'ai eu l'idée de ce projet, j'ai appelé Pascal, je dis voilà, j'ai une idée, elle se réalisera dans 1 an, donc on était en 2015, et il m'a dit oui de suite, quoi. Ouais, ça c'est cool. D'abord, tu as une chaîne YouTube et tu as fait justement de cette aventure, tu en as fait un film documentaire de 55 minutes. Ouais. Donc je vous mettrai le lien dans la description, pas de problème, avec aussi le site de Farid. Et comment t'es venue l'idée de partir 40 jours sur une île déserte? Alors l'idée en fait, sur l'île déserte, elle m'est venue en 2015, mais moi partir sur une île déserte depuis enfant, je regardais Robinson Crusoe à la maison dans les années 80 déjà, donc j'avais 10 ans, et j'étais fasciné, mais vraiment fasciné par ce gars-là qui se retrouvait sur une île déserte, au beau milieu du monde et sans rien, quoi. Et moi ça me fascinait, quoi. Ouais, c'est un rêve d'enfant, quoi. Ouais, en fait. c'est un rêve d'enfant. Puis à côté de ça, c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la nature, mais beaucoup la nature lorsqu'on se retrouve seul face à la nature, et ça m'intéresse. Ça n'a pas été le cas sur une île déserte pour des raisons de sécurité, étant donné qu'on n'avait aucune assistance. Bien sûr. Donc il fallait qu'on soit en binôme pour que chacun veille sur l'autre. Voilà. Alors il faut savoir quand même que ils sont partis sans assistance, bien sûr, mais tu avais quand même un téléphone satellite au cas où. S'il y avait un coup dur, il fallait quand même qu'on puisse venir à votre secours. Alors on avait un téléphone satellite, effectivement. Le seul problème du téléphone satellite, c'est qui on appelle. Appeler l'ambassade française, ils auraient envoyé un bateau qui aurait pris certainement 8 jours pour venir le récupérer, et encore si la météo aurait été favorable. Donc on avait personne à appeler, en fait. On l'a pris par sécurité pour prévenir en cas de réel danger, mais en fait on n'avait personne à appeler. Et donc ce qui fait que pour nous, Pascal et moi, c'était aussi du coup ça devenait une véritable aventure, quoi. C'est sûr, sans trucage. C'est sûr, sans trucage. Alors comme je disais au début, tu as réalisé un film documentaire de 55 minutes. Avec du matériel simple, et moi c'est ce qui m'intéressait, c'était aussi qu'on parle de ça, parce que bien souvent on se dit ouais, il faut beaucoup de matos, mais aussi on peut raconter une histoire, et toi tu as raconté ton histoire et votre histoire avec, on le voit ici mais on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, un simple caméscope et 2 caméras GoPro. Donc il est possible de raconter une histoire, de vivre son histoire et de pouvoir la retranscrire en images avec du matériel simple. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, on parlait de la vidéo que tu as faite sur ta chaîne YouTube. Et je tiens aussi à souligner que, comme le disait tout à fait Farid, il aime aussi partir seul. Et vous verrez sur sa chaîne, il a fait d'autres petits périples. Alors il y en a un qui c'est 24 heures, un autre 2 jours. Je sais que tu en prépares d'autres, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ouais, effectivement. Alors ce qui est intéressant, tu es parti donc 40 jours sur une île déserte. La préparation, comment s'est passée la préparation de ce périple? Alors pour moi, ce genre de périple, en tout cas, partir sur une île déserte, c'est 90%, c'est du mental, quoi. C'est clair. La préparation, elle a été surtout pour savoir un petit peu si j'étais compatible avec Pascal, donc la personne avec qui je partais. Et donc là-dessus, on s'est lancé des défis, on était parti dans les Alpes suisses pendant plusieurs nuits, donc on dormait ensemble à moins 10 degrés, on a fait du canyoning ensemble, on a fait vraiment beaucoup de randonnées musclées, ensemble. Vous avez partagé beaucoup de moments ensemble pour voir si ça pouvait le faire. Exactement, et savoir aussi dans le moment difficile si j'ai un pépin, s'il a un pépin, comment on réagit, savoir aussi est-ce que j'ai une personne volontaire, c'est-à-dire sur le partage des tâches, quand ça va être la galère, est-ce qu'il va se commencer à semer le doute dans l'équipe, s'il commence à faillir, quoi, en fait. À faillir, à ronchonner à chaque fois qu'il y a une petite bête qui nous a piqué, etc. Donc voilà, avec Pascal, ça a été surtout de la préparation mentale. Voilà. D'accord. Alors bien sûr, pour préparer un périple comme celui-là, il faut de l'argent. Et je sais qu'au départ, ton budget était de 20 000 euros. Oui, mais tu l'as prévu. Voilà, mais malheureusement, et comme tous les budgets, il a fallu rogner et tu n'as obtenu que la moitié, 10 000. Le nerf de la guerre, l'argent. Exactement. Donc oui, 10 000 euros au lieu de 20 000. Forcément, quand tu fais pour une aventure extrême pour la première fois, les sponsors te connaissent pas et c'est de bonne guerre. Et donc, pour trouver des financements, finalement, on se retrouve à qui vous prête de l'argent? C'est la famille, les amis, les sponsors locaux. Oui, t'en as eu. Très important aussi. Et surtout beaucoup d'aide, beaucoup de bénévolat dans la préparation, sachant que
il y a 1 an de préparation globale. Ouais. Voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long à expliquer. C'est trop long, bien sûr. Puis de toute façon, moi je vous invite vraiment à aller voir le film qu'il a fait parce qu'il est, voilà, il parle de lui-même. Vous allez comprendre. Et aussi, je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs que j'ai eu le plaisir de tourner avec Farid 2 ans après, 40 jours sur une île déserte, 2 ans après, où là il explique beaucoup de choses, les points techniques parce que il y a des locaux, il y a des autorisations, ça il vous l'expliquera. On n'a peut-être pas besoin de l'évoquer aujourd'hui puisque ça serait un peu long. Ça serait trop long. Mais je vous invite vraiment à la regarder. Vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Bon, donc le budget énormément difficile, mais tu as quand même récupéré 10 000 euros. Oui. Donc, tu as pu monter ton expédition, entre guillemets, avec 10 000 euros. Vous partez, le bateau, galère, long, dur. L'avion d'abord. L'avion, oui, bien sûr, l'avion. Ouais. L'avion, on est en classe éco, hein, donc je voulais juste revenir sur le budget vite fait. Oui. Alors, 6 000 euros de notre poche. Ah oui, quand même. Pascal et moi, et 4 000 euros de dons, en fait. D'accord. Okay. Et donc, l'avion, donc classe éco, donc c'est 23 heures de vol. Ouais. Dans des conditions déjà extrêmes, parce que bon, on est assis 2 fois, donc 10h30 et 10h30. Donc on le fait en 2 fois. Donc plus il y a eu un arrêt de 18 heures à Séoul, en Corée du Sud. Et après ça, pour faire court, il a fallu très rapidement trouver comment pouvoir contacter les personnes à qui appartient l'île déserte, parce que chaque île déserte appartient forcément à une tribu. On n'a pas dit le nom de l'île d'ailleurs. Oloria. Oloria. Oloria, une île au milieu du Pacifique, 3 hectares, sans eau, bien entendu, et sans aucun moyen de communication forcément, puisque c'est une île déserte. Et donc voilà, tout ça déjà, ça nous a bouffé beaucoup d'énergie. Mais ensuite, donc vu que c'est une région interdite aux touristes, donc il n'y a pas de ferry. Donc lorsqu'il a fallu se rendre chez les Como Islands, donc je vais vous passer les détails, vous pourrez le voir dans 40 jours sur une désert 2 ans après. Arrivé chez les Como Islands, donc le clan des Como, ça s'est fait par bateau de ravitaillement. Alors là, j'ai des images que j'ose même pas montrer, parce qu'on croira que c'est des trucages, tellement le bateau, c'est un bateau poubelle. Hein. Mais on voit les images dans 2 ans après. Petit peu, j'ai pas mis les détails. Oui. Non, mais la sécurité, n'en parlons même pas. C'était une grosse aventure. Déjà, on avait perdu pas mal de pourcentage au niveau de l'énergie. Bon, finalement, on était tellement heureux de pouvoir enfin arriver sur l'île de Como pour pouvoir ensuite discuter, de nous faire mener sur Oloria, donc l'île déserte en question, que la douleur, on la sent plus, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, après, on vous amène en embarcation. Sur l'île. En Dinky, 15 chevaux. Ouais. Alors, c'est pas rapide. Alors, nous, sur le coup, on n'a pas fait très attention. C'est après, quand on le raconte aux amis. Alors, il faut savoir qu'on est au beau milieu du Pacifique. Donc tout est extrême, les baleines, les requins, etc. Et qu'on part avec une petite barque, avec un moteur de 15 chevaux, sans moteur de rechange, sans rame, sans gilet de sauvetage et sans moyen de communication, à part notre téléphone satellite qui était au fond du sac, qui, de toute façon, si on avait été retourné au milieu du Pacifique, ça aurait servi à rien, quoi. Donc déjà, là aussi, c'est une partie de l'aventure. Pour eux, c'est normal. Bon, pour nous, ça nous fait toujours un peu bizarre. Ouais. Donc vous arrivez sur l'île, première impression, le premier truc qui te vient à l'esprit quand vous mettez le pied sur l'île, c'est quoi? Moi, bizarrement, déjà on la voit doucement, je la filme petit à petit, on commence, parce que 15 chevaux ça va pas vite, donc j'ai eu le temps de la filmer. Moi, j'ai eu des flashbacks de 1 an de préparation. D'accord. Tout ce qu'il a fallu souffrir, les insomnies, etc., les doutes, les peurs, et ça a été plein d'émotions toutes mélangées, et ce qui m'a fait ce qui m'a interpellé, c'est que je vois pas de traces de pas. C'est con à dire, mais il n'y a pas de traces de pas. Et là, je repense, de suite, je repense à mon pote Xavier Rosset, je repense à Robinson Crusoe, je repense à plein de trucs comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, mais c'est bourré d'émotions. Et là, alors la première heure euphorique, genre le gamin qui est dans un magasin de jouets avec des bonbons partout, etc. Voilà, euphorique. Et puis très rapidement, il a fallu redescendre sur terre, sur l'île, voilà. Presque envie de dire. Et
et commencer à réfléchir le problème de l'eau, enfin, on y reviendra. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors justement, on va commencer par le problème de l'eau parce qu'on voit, dans ta vidéo, on voit Pascal en train de filtrer de l'eau. Est-ce que le seul moyen d'avoir de l'eau était comme ça, de filtrer, ou est-ce qu'il y avait, j'ai vu que par condensation aussi, un système par condensation, ça Solar mais Steel, ça, qu'on appelle. c'est un petit peu plus difficile ça. C'est un peu plus difficile parce que le Solar Steel, déjà, il en faudrait beaucoup. Alors nous, on avait juste 2 petites bâches en plastique parce qui nous servaient à recouvrir nos sacs à dos pour le matériel numérique. Bien sûr. En priorité, et puis il en faudrait beaucoup parce que bon, j'arrivais tout juste à récupérer 500 ml d'eau dans une journée. Ouais. Donc voilà. Mais on a eu la chance, il a plu avant qu'on arrive. Donc on a cherché les Talweg, donc les points de réunification des eaux. Et donc là, on avait une flaque d'eau. Alors celle-là, il a fallu la faire bouillir parce que c'est très dangereux. Ouais. À un moment donné, il n'y a plus de flaque, donc il a fallu creuser. Bon, celle-là, elle est filtrée naturellement par le sable. Et ensuite, le Solar Steel, et bien entendu, je crois que la 3e semaine, il nous est tombé 1 heure de pluie. Ouais. Donc ça vous a bien aidé. Et là, oui, là, on le voit pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on remplit tous les bidons que la marée peut vous ramener. Même s'ils ont une goutte de pétrole, c'est pas grave, quoi. Ouais. Il faut survivre. Justement, puisque tu l'évoques, la marée ramène beaucoup de choses, et c'est là aussi qu'on prend conscience, parce que ça, c'était aussi toi un peu ta quête, la nature, quoi. La nature, l'homme, il pourrit la nature, et on le voit bien sur l'île, ça. On le voit bien. L'homme pourrit la nature, nous, en Occident, on commence à y prendre conscience, mais au Fidji, on ne leur a pas encore expliqué que lorsqu'on jette du plastique, parce que dans le bateau de ravitaillement, par exemple, quand ils ont fini de manger un paquet de chips ou une bouteille d'eau, ils jettent par-dessus bord. Mais alors petit à petit, moi du temps, le peu que j'ai pu rester là-bas, j'ai essayé de les sensibiliser en leur expliquant que le plastique, finalement, après c'est des microparticules que le poisson mange, et nous, ensuite on mange du plastique, donc du pétrole. Et donc forcément, ça entraîne des problèmes de santé. Mais là-bas, oui, voilà. Alors forcément, les marées et les vents vous ramènent pas mal de trucs, mais l'homme n'est pas encore n'a pas pris conscience encore, du moins, de ce côté-là de la planète, du problème de l'écologie, on va dire. Ouais, c'est du respect de la nature. C'est dommage parce qu'une si belle île qui est souillée, mais toutes elles le sont, hein, beaucoup d'îles, que ce soit du Pacifique ou partout dans le monde. Partout dans le monde. Voilà, nous on se débarrasse, enfin nous, je dis nous, mais les hommes en général, on se débarrasse de nos détritus et ils viennent malheureusement polluer des magnifiques îles comme ça. Enfin bon, c'était une parenthèse qui était, je pense, nécessaire de mettre en avant, quoi. Ouais. Donc, on a parlé de l'eau, la nourriture. Alors ça, c'est chaud, quoi. On voit bien quand les crabes... Crabes de cocotier, crabes cocotiers, une bonne technique aussi pour les... Pascal a une bonne technique pour les attraper, pas mal. Ouais. Pascal, un jour, on a manqué de poissons parce que bon, les marées sont pas forcément favorables. Moi, je peux aller pêcher, je pêche depuis ma tendre enfance. On peut aller, des fois, pendant une semaine, on peut rien prendre. Savoir que quand même, dans le Pacifique Sud, là où j'étais, le poisson est quand même plus abondant que dans la mer Méditerranée, qu'on a quasiment épuisé. Hein. C'est clair. Mais dans le Pacifique, déjà, même si ça mord pas, on les voit. On voit des bancs, puis on les entend bouger, etc. Du moins dans cette partie du Pacifique. Manger, voilà, et c'est la pêche. Et quand ça mord pas, Pascal a une idée de génie. Un matin, il s'est levé, puis il m'a dit voilà, je vais faire un piège pour attraper le crabe de cocotier. Et ça nous a bien sauvés parce que le crabe de cocotier, le crabe bleu, c'est ça. Alors les femelles sont bleues et les mâles sont rouges. D'accord. Et puis de toute façon, dès qu'on le passe à la cuisson, le bleu, il passe au rouge aussi. Enfin, il passe au rosé. Alors, c'est plein de protéines, et puis un crabe de cocotier, il y en a un, à un moment donné, qu'on a chassé, il faisait quasiment bien 3 kilos, voilà. Ouais. Il faut savoir que le crabe de cocotier, c'est le plus grand arthropode terrestre qui existe dans le monde. Donc, ils peuvent faire jusqu'à plus d'1 mètre de diamètre. Ouf! Oui, et puis avec une seule pince, ils peuvent vous sectionner les doigts sans problème, et puis ils peuvent soulever, je crois, ils peuvent tirer jusqu'à 28 kilos. Ah oui. C'est quand même un crabe qui monte au sommet des cocotiers, et qui sectionne les noix de coco, et puis ensuite il arrive même à la débourrer, à casser la noix de coco. Nous on a du mal déjà avec un marteau. Débourrer, c'est enlever l'enveloppe, la fibre. Enlever la fibre. Donc il arrive à enlever la fibre, il arrive à casser la noix et manger la copra. Ce qu'on appelle chez les Fidjiens la copra, c'est le fruit. Le fruit blanc. Et ce qu'on appelle le coconut, c'est le tout. D'ailleurs, très rapidement, oui, j'avais oublié, dans l'eau, il y avait aussi les cocos. Oui, ça, j'en ai vu aussi. Ça nous a bien sauvés aussi. Alors, pour parler de la pêche, je sais qu'il y a un truc qui a fait bondir certains de pas de tes abonnés, mais dans les commentaires, je suis allé voir les commentaires de ta vidéo, parce que tu as pêché, je crois alors une fois, à la ligne un requin et au harpon.
Mais il faut comprendre aussi que on est dans un mode de survie et qu'on ne tue pas pour le plaisir. C'est pour se nourrir. Enfin, tu le diras peut-être mieux que moi, mais ça, c'était aussi quelque chose qui était nécessaire. C'était nécessaire. Donc même si on peut s'insurger, oui, ils ont tué un requin ou deux, mais il fallait manger, quoi. Il y avait que ça pour manger, à part un peu les crabes et tout ça. Absolument, donc voilà. Alors ce que je savais pas, c'est que ça pouvait choquer certaines personnes. Bon, ça peut se comprendre aussi. Pas nombreuses, hein, parce que la plupart du temps, les gens comprennent qu'en survie, on mange tout ce qui passe. Hein. Donc, si un rat, on mange, un lapin, on mange, et un oiseau, on le mange. À part que des rats et des lapins, il ne peut pas y en avoir des masses sur l'île. Non, il y avait quelques souris. Mais bon. Il faut savoir qu'au Fidji, ils trouvent ça bizarre qu'on mange des oiseaux. D'accord. Voilà. Et en revanche, on leur avait dit, est-ce que c'est possible de manger du requin? Parce que là-bas, c'est très spirituel, le requin. Il y a des histoires. Tu leur avais quand même demandé. Je leur avais demandé. Ouais. Il y a des histoires magiques. Ils nous ont dit, mais bien entendu, vous mangez du requin. À partir du moment où on tue pour se nourrir, voilà. Il n'y avait pas de profit, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien du tout. D'accord. C'est vrai qu'en Occident, ça peut choquer, mais chez les Fidjiens, il est tout à fait naturel de tuer. D'ailleurs, la vie a autant d'importance pour eux. Et pour moi d'ailleurs aussi, et pour Pascal, avait autant d'importance qu'on tue un crabe, une murène, un poisson dans tout genre et un requin. Pour nous, c'était juste, on tuait un animal pour se nourrir. Bien sûr, bien sûr. Et on ne faisait pas de distinction là-dessus. Bien sûr. Non, c'était voilà, je voulais le souligner parce que j'ai vu dans les commentaires, il y en avait qui n'avaient pas trop apprécié, mais c'est pas la majorité. Voilà, je crois que le plus grand nombre. Donc 99% des gens comprennent qu'on ne tuait pas pour le plaisir, mais on tuait pour se nourrir. Le moment le plus, on a parlé du moment le plus agréable quand tu es arrivé sur l'île, l'euphorie. Le moment le plus désagréable, je sais que tu as été malade, est-ce que c'est peut-être celui-là le moment le plus désagréable peut-être pour toi? Intoxication. On avait mangé le soir des vieux coquillages, voilà. Donc on n'avait pas réussi à forcément à les mettre à l'abri comme il fallait. Mais bon, ça m'a intoxiqué moi et pas Pascal, comme quoi. Et ça forcément, c'était le jour de mon anniversaire. Donc c'est le 10 septembre. Joyeux anniversaire. Voilà, donc on avait très peu mangé, c'est-à-dire on a mangé une soupe. Et des fois, même, je crois que ça faisait 3 ou 4 jours qu'on n'avait pas mangé. Donc, et forcément, quand tu vomis tes tripes parce qu'il n'y a rien. Oui, c'est clair. Donc j'ai passé la nuit à vomir. Ouais. Alors, ça a l'air de rien comme ça. Quand on est ici, avec du confort, tu vas faire... mais sur une île, c'est faire quelques pas, tu vas aller à la pharmacie, tu vas appeler ton docteur, ou tu vas même te faire un peu de riz ou boire un peu de soda, tu vois. Mais là, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et en plus de ça, il faut que tu te lèves pour aller encore une fois, comme tous les jours, on faisait le tour de l'île pour aller pêcher. Ouais. Tous les jours, que Dieu fasse, il fallait faire le tour de l'île. Et même si tu étais complètement à plat, il fallait le faire, quoi. J'étais à plat, voilà. Et le mental a pris le dessus. J'étais très affaibli. On avait déjà perdu à peu près, parce qu'on n'avait pas de quoi se peser, une dizaine de kilos chacun. Ouais, donc le ventre vide pendant 3 jours. Tu t'intoxiques. Tu es à moins 90%, quoi. Ouais. Mais tu fais quand même le tour de l'île parce que ça fait partie de l'aventure. Parce qu'il faut survivre aussi. Et mentalement, tu es préparé pour ça. De toutes les façons, tu le savais. Bien sûr. Tu le sais déjà. Donc voilà, et ça l'a fait. C'était le moment, je crois, le plus désagréable. Parce que honnêtement, même dans la douleur, comme dirait un vieil ami à moi, même dans la douleur, tu trouves du plaisir. Bien sûr. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a plu, alors qui m'a surpris au départ, quand j'ai regardé ton film, j'ai trouvé que le tempo était un peu long, un peu lent. Et puis, fin de compte, au fur et à mesure que j'avançais dans le documentaire, justement, je me suis dit non, c'est pas que c'est lent, c'est que ça respire. Il a voulu retranscrire vraiment la plénitude, c'était zen. Et en fait, non, il est pas lent, il a un bon rythme, il a le rythme que vous avez vécu, vous, sur l'île, quoi, tout simplement. Voilà, avec franchement de belles images. Alors là, on va rentrer un petit peu plus, on va pas non plus rentrer en grosse technique, mais donc... tu avais cette petite caméra que tu peux montrer aux personnes qui regardent. Un petit caméscope avec une batterie. Mais un caméscope des plus simples, hein, ça vaut, je crois, 200-300 euros à tout casser. Et encore, je l'avais eu à 300 euros d'occasion, 300 euros d'occasion, occasion neuve, on va dire. Ouais. Et puis j'avais acheté en plus cette batterie, parce qu'elle a quand même une autonomie de 11 heures. Ouais. Voilà. Et donc, alors que l'initiale, elle est plus courte, mais elle fait 2 heures. Voilà. Alors l'avantage, c'est que c'est léger. Et vous verrez dans la vidéo de Farid, il fait souvent des faces caméra, il peut la poser où il veut sans trop de risques, mais tu as quand même pris un risque, et j'ai pensé après, moi, si elle était, parce que c'est pas tropicalisé, c'est-à-dire normalement c'est prévu pour l'humidité, ça résiste, c'est étanche, elle n'est pas du tout, c'est vraiment un caméscope grand public. Si elle était tombée en panne, t'aurais fait comment? Il te restait 2 GoPro, tu me diras.
Non, mais ça aurait gâché une part de l'aventure. Et je veux pas te mentir, je vais pas me mentir, je vais pas vous mentir. Si on avait eu les moyens, le but c'était de prendre deux caméscopes déjà de meilleure qualité. Bien sûr. Et là, normalement, j'aurais dû partir avec deux, mais on était. Et puis c'est bon, c'est avec les moyens du bord. Pour te dire même encore mieux, lorsque quand on est rentré, on était à moins découvert sur nos comptes. Ouais, je peux dire par là, donc c'est pas qu'on était juste, c'est qu'on était vraiment en dessous du dessous. Ouais. Donc si jamais c'était arrivé, voilà, je crois que c'était. Il y aurait pas eu de film, je crois, quasiment quoi. Bon, tu avais toujours moyen de faire, tu avais deux GoPro, tu aurais pu faire avec ça, mais les GoPro, pas la même chose. Donc les GoPro, s'il n'y a pas assez de lumière, c'est difficile. Alors malgré tout, malgré que ce soit un caméscope grand public, il a une assez bonne sensibilité. Vous verrez les images de nuit qu'a tourné Farid. Alors il y a toujours un feu, bien sûr, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est pas des images retravaillées, il faut pas chercher ça. C'est des images naturelles. Ouais. Il a quand même l'œil du caméraman parce que vous verrez que les plans sont soignés. Alors bien sûr, des fois il n'y a pas de la mise en scène, mais il pose la caméra. Pour que quand vous le voyez arriver au devant de l'image, voilà, quand il arrive de face, forcément, ça a été préparé, mais c'est aussi pour offrir aux spectateurs des images un peu sympas, quoi. Alors, bien entendu, grosse batterie, autonomie 11 heures, mais tout ça, il faut le recharger. Il faut le recharger. Et pour revenir sur les GoPro, que tu me disais, faute de budget, j'ai pris la basique, quoi. Oui, en plus. Voilà, et là, la qualité est... C'est pas mal. Et moyenne, mais en fait, il faut qu'il y ait vraiment un beau soleil. Ouais. Au niveau du son, on peut pas compter sur la GoPro. Alors le son, il n'y a pas de micro externe. Le son que vous allez entendre, c'est le son qui a été capté soit par la GoPro, soit par le caméscope. Mais c'est important de le souligner parce que, comme je le disais en tout début de la vidéo, on peut vivre une aventure et la mettre en image avec du matériel simple. Voilà. Oui, absolument. Donc pour recharger les batteries, un système de panneaux solaires. Alors en revanche, oui, du coup là, pour ce coup-là, on en avait deux de batteries. Donc un système photovoltaïque, simple, assez souple. Donc ça évite dans le transport qui se casse. Bon, je l'avais gardé quand même en cabine avec moi parce que j'avais pas confiance. Donc là, on peut le voir. Donc il suffit juste d'avoir la lumière du jour, pas besoin d'avoir le soleil. Et donc derrière, mini USB qui vient se brancher sur la batterie. Vous la mettez ici, vous le mettez bien face au soleil, tant qu'il y en a, autant en profiter. Et puis dans la journée, elle se charge à 100%. Et à partir de cette batterie-là, batterie externe, vous rechargez à la fois le caméscope et à la fois vos batteries de GoPro et tout ce qui est rechargeable de toutes les façons. Voilà. Donc on a parlé du matériel pour recharger les batteries, on a parlé du caméscope, des deux GoPro. Alors tu avais une façon un peu marrante, c'est que tu avais vissé, je crois, sur ta casquette, c'est ça, ou collé une fixation GoPro. J'avais vissé un support GoPro, je savais pas que ça existait en fait. Ouais, tu as appris. De toutes les façons, plus de budget, donc on n'a pas à en parler. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de budget, si Monsieur Canon ou Monsieur Sony voit cette vidéo, je sais pas, j'espère, j'aimerais. Franchement, s'il y a moyen de sponsoriser pour son prochain périple, ça serait super. Voilà, ça c'est une petite parenthèse et je voulais le dire. Oui, mais merci, ça peut aider. Surtout bien sûr que ça peut aider. Bien sûr. J'ai beaucoup de périples à venir qui vont arriver, donc on en reparlera plus tard. Bien sûr. Donc j'ai pris le support GoPro qu'on vous livre lors de votre achat. L'adhésif quoi en fait. Ouais, c'est l'adhésif, donc moi je l'ai percé et j'ai mis deux boulons que j'ai bien axés quand même sur la casquette. Et en fait, j'en ai fabriqué deux de casquettes comme ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur un plan que j'espère que tu mettras sur la vidéo. À un moment donné, vous verrez, il y a quelqu'un qui me filme en GoPro de face. Alors on se dit certainement qu'il doit marcher reculons, mais non en fait. Le support il est sur le képi de la casquette à l'envers. Et donc Pascal lui marche tout simplement et il me filme moi de face. Donc c'est très intéressant à faire ces plans-là. Et ensuite on échange. Moi je l'avais mis en arrière, etc. Donc on peut aussi le filmer de dos, etc. On peut faire des super plans comme ça avec d'ailleurs très peu finalement. Quand tu pêches au harpon, il y a un passage où tu pêches les requins. Là, c'est la GoPro parce que c'est pas possible. C'est la GoPro, mais sur la casquette aussi. Là, j'ai pas le choix. Le caméscope, je le tenais toujours à deux mains. J'avais peur qu'il tombe dans l'eau à chaque fois. C'est clair. Je vous garantis que je le lâchais pas. Ouais. Mais donc voilà. Et le harpon, il faut pas filmer et avoir le harpon, c'est pas possible. Alors que la GoPro, en gardant son visage, enfin sa tête statique, on arrive à faire un joli plan comme ça. D'ailleurs, on le voit sur les images. C'est assez sympathique. Les plans sont sympas. Et, je me répète, mais franchement, allez voir sa vidéo, c'est vraiment sympa.
Donc, on a vu le matos, tu peux le recharger, pas beaucoup de moyens, mais le résultat, moi je trouve plutôt bien. Le son, il est pris avec les sons d'ambiance direct. C'est sûr qu'avec des micros externes, mais bon, ça demande aussi une logistique plus importante, et puis des moyens plus importants. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Le départ de l'île, ça a été un moment difficile, ça. Le départ de l'île, moi, il m'a fasciné. C'est vrai que moi, je passais des heures. Je pouvais passer des heures. Une fois qu'on avait trouvé de l'eau et à manger, ensuite, on avait quartier libre. Parce qu'il fallait bosser tous les jours. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et moi, c'était les eaux cristallines et puis ces bleus variés en fonction de l'angle où on se trouve dans l'île. Il y a toujours ce bleu turquoise, ce bleu foncé, ce bleu clair. J'ai vu tous les bleus du monde, cette eau cristalline, ce silence. Justement, c'est ça. C'est quand tu sais que tu dois partir, que tu vas laisser tout ça, quelle appréhension, quel sentiment tu as? Moi, dans ma tête, voilà, c'était clair. Il y avait un début et une fin. Oui, ouais, tu voilà. le sens. Et mentalement, je m'étais préparé à ça. Et quelque part, j'avais envie aussi de retrouver ma tribu. Ouais, tes proches, la famille. Et j'étais tellement heureux qu'on soit allé au bout. Et surtout, qu'on avait compris un petit peu comment fonctionnait l'île. Et on a vraiment fait partie d'elle. Hein. Donc c'est vrai qu'on le voit sur la vidéo, à partir de la 5e semaine, on arrive à se nourrir régulièrement. On arrive à se nourrir régulièrement, on a compris le système des marées, on faisait partie du biotope de l'île. Et pour moi, la quitter, c'était peut-être pour mieux la retrouver. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci Farid. Merci à toi, Jamie, surtout de m'avoir invité pour cette première en plus. C'est presque un honneur. Oh, on va pas aller jusque-là, mais c'est avec grand plaisir. Et puis, pour tout te dire, c'est toi qui m'as inspiré ce premier numéro d'entrevue parce que j'ai adoré ton film, ton documentaire, et j'ai aimé les valeurs humaines qu'il dégageait. Et j'avais envie que tu puisses aussi le partager avec mes abonnés, avec mes futurs abonnés. Et j'espère qu'ils seront nombreux. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Farid et à liker sa vidéo, laisser un commentaire. On a besoin de ça. Pareil pour ma chaîne. C'est un nouveau format. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Vous avez aimé? Vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, mettez-moi un pouce en bas. Mais dites-moi pourquoi. J'ai vraiment besoin de ça. Et puis, Farid et moi, on met un point d'honneur à répondre à tous vos commentaires. Toutes vos questions, nous y répondrons toutes, vraiment sans exception. Posez-nous des questions sur la technique, sur la survie. Allez-y, on vous répondra. On vous dit à très très bientôt. En tout cas, moi pour la prochaine émission. Farid pour sa prochaine prochain périple, prochaine expédition. Peut-être que j'aurai l'occasion de te réinviter avec grand plaisir pour qu'on puisse en parler. Voilà. À bientôt. Pensez à vous abonner, le pouce. À bientôt. Bye bye. Bon air simple.